Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire dédié à la dématérialisation de l'application des droits des sols. Donc, ce webinaire sera co-animé par moi-même et Franck. Bien évidemment, vous retrouverez ce webinaire sur les plateformes et vous avez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau dans le chat participant. Alors, tout d'abord, je vous propose qu'on puisse se présenter. Donc, Christian Bussac, moi-même, je suis associé au sein du cabinet Mazars. Donc, je suis spécialisé dans le conseil auprès du secteur public et j'ai accompagné donc, le ministère sur le pilotage et l'accompagnement au déploiement du programme DEMAT ADS auprès du ministère de la Transition écologique avec mes équipes. Et je me présente également, Franck Dupuis. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et de vous voir aussi nombreux. Moi, je travaille chez CLI Group en tant que manager conseil et j'interviens auprès du ministère de la Transition écologique et de la DHUP, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, sur le programme DEMAT ADS, programme national depuis 2016, et plus particulièrement sur les problématiques de l'ADS auprès du même ministère, depuis 2011. Alors, je vais vous présenter très rapidement le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui, dont l'objectif est de vous donner quelques clés, parmi d'autres, pour mettre en œuvre ou renforcer, si vous avez déjà commencé à le faire, la dématérialisation de l'ADS au sein de votre collectivité. Donc, ce webinaire se décomposera en 5 parties et les 4 premières vous sont présentées ici. Un rappel rapide du contexte, présentation des avantages et des enjeux de la dématérialisation de l'ADS. La partie principale de notre webinaire qui sera constituée d'un gros plan sur 3 thématiques qui nous semblent essentielles pour vous, mais il y en aurait potentiellement d'autres à traiter. La première thématique, c'est comment faire évoluer vos processus métiers pour gérer les flux papier et les flux dématérialisés, que ce soit du dépôt à l'archivage en passant par l'instruction. La deuxième thématique, ce sera comment accompagner vos agents au-delà des simples aspects outils informatiques, mais sur les nouvelles pratiques opérationnelles, les nouvelles pratiques métiers, jusqu'aux relations partenariales au sein de votre territoire. Et la troisième, ce sera comment piloter votre projet numérique de vos besoins métiers à leur mise en œuvre opérationnelle et informatique en passant par votre relation avec votre ou vos éditeurs. Et enfin, on vous présentera quelques exemples d'accompagnement qui sont possibles. Et une 5e partie, comme l'a dit Christian, qui n'est pas mentionnée ici, vous pouvez poser vos questions, je le répète, dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Et on gardera une partie de cette présentation pour tenter de répondre à un maximum de vos questions. Alors, je rentre dans le vif du sujet immédiatement en vous faisant un bref rappel du contexte. Le contexte, il s'appuie sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, vous le connaissez très probablement aussi bien que nous, sinon mieux, ce sont les fondements juridiques. Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est l'obligation de SVE pour les demandes d'autorisation d'urbanisme à partir du 1er janvier 2022 pour toutes les communes, quel que soit leur nombre d'habitants. Et le deuxième aspect juridique ne concerne que les communes de plus de 3500 habitants qui doivent, je relis l'article, disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les DAU, les demandes d'autorisation d'urbanisme. Ça, c'est la loi Elan. C'est la lettre de cet article. L'esprit, en gros, c'est que dès que vous dépassez 3500 habitants, vous devez dématérialiser l'instruction. Ça, c'est ce qui est applicable à partir du 1er janvier 2022. Il y a une 3e obligation qu'on n'a pas mentionnée ici, qui concerne les communes de plus de 50 000 habitants, qui doivent transmettre les actes d'urbanisme au contrôle de légalité de manière dématérialisée. Donc, une transmission dématérialisée à acte. L'autre pilier, au-delà des fondements juridiques, c'est ce qui concerne l'écosystème informatique mis en place par l'État pour vous aider à opérer cette transition vers la dématérialisation de l'urbanisme. Et la principale brique de cet écosystème informatique, c'est Plateau, plateforme des autorisations d'urbanisme, qui est en production depuis un peu moins de 2 ans de mémoire, et qui est une plateforme d'échange et de partage des demandes d'autorisation d'urbanisme et des documents qui y sont liés, les pièces jointes, mais aussi les docs, les DAACT. Et potentiellement, cette plateforme va évoluer vers d'autres démarches administratives et qui permet de relier entre eux les différents acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les centres instructeurs, les services consultables de l'État tels que les UDAP, les ABF, les services d'archéologie,
Les services consultables hors État, essentiellement des gestionnaires de réseau, quels que soient ces réseaux, télécom, gaz, électricité, ferroviaire, routier, fluvial, et le contrôle de légalité, bien sûr, avec ACT. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur cet écosystème, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du ministère de la Transition écologique. Il y a un certain nombre d'informations disponibles. Alors, on vous fournit quelques chiffres sur Plateau ici. Un chiffre qui a 1,3 million de dossiers qui ont été versés dans Plateau pour vous montrer que c'est quand même déjà un succès et que cette plateforme est réellement utilisée et active. Je vais vous donner encore quelques chiffres. Il y a 17 000 guichets uniques en production, donc 17 000 communes en production. 68% des centres instructeurs sont en production. 82% des collectivités de plus de 3 500 habitants, ce qu'on appelle les collectivités élan, sont également en production, avec un résultat de 500 000 consultations déposées sur Plateau. Il y a 1500 services consultables en production, dont la quasi-totalité des UDAP et des services d'incendie et de secours, même si l'on sait que localement, s'ils sont connectés, il peut y avoir quelques réticences à utiliser cette connexion. C'est un sujet annexe. Donc voilà, juste un bref rappel du contexte que j'ai posé ici. Comme on l'a dit, la dématérialisation n'est pas uniquement une contrainte juridique ou technique comme je viens de l'exposer, mais c'est aussi une transition qui est porteuse d'avantages et d'enjeux. Et je laisse Christian vous les présenter. Christian ne t'entend pas. Il faut que tu remettes ton micro. Merci Franck. Alors, concernant les enjeux et les avantages de la dématérialisation, alors d'une part, il faut bien évidemment que cette dématérialisation soit pleinement déployée pour en profiter pleinement. Alors ça apporte plusieurs éléments. Tout d'abord, une meilleure qualité de service qui est délivrée aux pétitionnaires. Donc là, mettre à disposition des usages numériques en plus du guichet papier qui, lui, peut toujours exister. Ça permet également d'assurer une meilleure traçabilité de vos dossiers. Alors d'une part, en interne, vous aurez l'ensemble de ces éléments dans votre outil d'instruction, mais également dans votre relation avec le pétitionnaire, pour assurer un suivi qui puisse être partagé. Ça apporte également une réduction d'un certain nombre de tâches de manutention, dont l'impression de documents, l'envoi de courrier papier. Et bien évidemment, une fois que la dématérialisation est pleinement déployée, ça vous permettra de gagner du temps dans les transmissions, notamment dans les échanges avec les différents acteurs, dont les différents services consultables de votre territoire. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces enjeux, je vous propose de lancer un petit sondage qui va apparaître sur la droite de votre écran. Voilà, pour en tirer pleinement les bénéfices de la dématérialisation, il est nécessaire de se structurer, son projet et de se poser les bonnes questions. Donc, vous avez sur votre droite, du coup, un sondage qui va apparaître, dans lequel vous allez voir les différentes problématiques affichées à l'écran. On vous invite à sélectionner pour vous les 3 plus importants éléments qui sont les plus prégnants. Je vais les balayer rapidement. Alors, d'une part, éviter la complexité des doubles flux à la fois papier et numérique, puisque évidemment, lorsqu'on a un double flux, c'est 2 fois plus complexe, c'est 2 fois plus de temps. Et donc ici, en fait, ce double flux peut être lié à 2 sujets. D'une part, des flux qui sont purement numériques d'un côté, purement papier de l'autre, mais aussi des ruptures dans la chaîne d'instruction, c'est-à-dire vous pouvez très bien recevoir un flux numérique qui va nécessiter une rematérialisation pour pouvoir le transmettre à un service consultable, par exemple, qui ne serait pas raccordé à Plateau. Et donc, 2 objectifs. Le premier, c'est comment réduire au maximum ce double flux. Et un deuxième objectif qui sera comment limiter les effets de bord qui peuvent être liés à ce double flux. On en parlera un peu dans le détail juste après. Un deuxième volet concernant les conséquences pour l'organisation interne de la collectivité. Et donc, au sein de la collectivité, dans l'organisation même du service, sur l'organisation et la répartition des tâches, sur le temps de travail qui est alloué aux différentes activités, vous allez avoir également des évolutions significatives qui peuvent être nécessaires pour votre collectivité. Comment accompagner les agents au-delà des aspects purement outils informatiques? Alors, il y a bien évidemment un sujet informatique avec des nouvelles fonctionnalités sur votre outil d'instruction, mais ça va amener également de nouveaux questionnements, notamment dans les pratiques métiers, dans les sujets qui vont être des sujets réglementaires, par exemple, ou juridiques. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faudra également accompagner vos équipes. Comment piloter un outil informatique d'instruction et de SVE? Ce projet informatique est un peu particulier compte tenu de l'écosystème d'acteurs
qui gravitent autour de ce sujet-là. Quelle gouvernance pour porter la démat en interne et en externe? Donc là, avec la nécessité de disposer d'une gouvernance de bon niveau et d'une gouvernance aussi sur le territoire avec vos différents acteurs. Comment faire évoluer les relations avec les partenaires de mon territoire? Et donc, en fonction du niveau d'avancement des différents partenaires qui, eux aussi, vont passer à la dématérialisation, vous allez vite être confronté à la difficulté d'avoir des partenaires qui sont déjà dématérialisés, d'autres qui sont en cours et d'autres qui ne le sont pas encore. Et donc, il faudra en tenir compte dans le cadre de votre projet de dématérialisation. Et enfin, comment faire évoluer les relations avec les usagers, puisque avec la dématérialisation, comme pour d'autres procédures, cela va amener un certain nombre de sujets, de questionnements sur lesquels l'agent va devoir faire évoluer aussi sa posture vis-à-vis des différents pétitionnaires. Alors, juste pour vous partager les éléments de résultat qu'on voit apparaître dans le sondage, on a donc dans les premiers éléments de complexité qui apparaissent, les premiers éléments de questionnement, le sujet du double flux, papier et numérique, qui est pour vous le sujet principal à traiter. Le deuxième point, la conséquence pour l'organisation interne de la collectivité et l'accompagnement des agents au-delà des aspects informatiques. Alors du coup, ça tombe plutôt bien parce qu'on va justement parler de ces éléments-là juste après et comment faire évoluer les relations avec les usagers également qui ressortent comme les sujets prioritaires. Ok, bah effectivement, ça tombe plutôt bien. On va tout de suite aborder la première thématique dont je vous ai parlé en introduction, qui est comment faire évoluer mes processus de gestion des demandes d'ADS, et ça répondra en partie à comment éviter la complexité des doubles flux papier et numérique, et aussi comment travailler sur l'organisation interne. On a deux axes majeurs de travail pour faire évoluer les processus. On vous en présente un, tout d'abord, qui est dématérialiser au plus tôt les demandes. Il nous semble, et c'est une conviction profonde, que c'est la meilleure façon d'éviter cette problématique de double flux. L'objectif, c'est de ne plus gérer qu'un seul flux, qui soit le flux numérique, et faire en sorte que le papier devienne l'exception et non plus la norme. Bien sûr, il ne faut pas s'illusionner, il y aura toujours du papier, forcément, quelque part dans le processus, mais il faut que ça devienne quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, il faut se mettre à travailler là-dessus, selon nous. Et pour ça, vous avez deux possibilités qui sont complémentaires. La première, c'est de renforcer et de sécuriser la SVE. Pour ça, il faut vraiment, selon nous, mettre un outil dédié. Dans beaucoup de cas, les communes se contentent, entre guillemets, de mettre à disposition une adresse email à laquelle les pétitionnaires peuvent écrire. Nous, on pense que c'est absolument pas suffisant et qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut bien sûr former les agents, il faut mettre en place un outil dédié de SVE, et former les agents à cet outil, et il faut sécuriser la validité juridique de ce dispositif, notamment sur certains aspects formels. Il y a le récépissé tel qu'il existe au format papier n'existe plus dans la version numérique, donc il faut mettre en place et vérifier que les outils qui sont mis en œuvre, tels que les accusés d'enregistrement électronique ou les accusés de réception électronique, sont bien conformes à la législation et à la réglementation. Et il faut bien sûr, et ça répond en partie à comment faire évoluer les relations avec les usagers, inciter les pétitionnaires et leurs conseils, par conseil on entend les architectes, les promoteurs, les géomètres, les notaires, à déposer nativement en numérique. Il nous semble que c'est vraiment indispensable pour atteindre l'objectif dont on vous parle au-dessus. Et enfin, il y a un deuxième chantier qui est la numérisation. Vous allez continuer à recevoir des papiers des dossiers sous forme papier. Si vous ne voulez ne plus avoir qu'à traiter un flux numérique, il va falloir numériser au plus tôt, c'est-à-dire dès la réception des demandes papier, il va falloir les numériser totalement. Avec un point d'attention très fort, c'est que cette numérisation doit être pensée de manière globale. Je vous informe ou je vous rappelle que la numérisation qui est faite avec le scanner qui est dans le couloir ou à côté de votre poste de travail, juridiquement, ça ne vaut pas grand-chose, sinon rien.
Il existe des processus de numérisation qu'on appelle copies fiables et fidèles, je ne rentre pas dans le détail, qui vous permettent de vous débarrasser du papier quasiment instantanément, ce qui vous évite des problématiques de stockage, de manutention et également d'archivage, puisqu'un archivage électronique, dans ce cas-là, est parfaitement adapté. Donc, ces deux premiers chantiers ont bien sûr des conséquences sur d'autres chantiers parallèles, que ce soit la gestion des systèmes d'information, la conduite du changement, le pilotage du projet dans son ensemble. Je vais aborder maintenant le deuxième axe de cette thématique, qui est comment refondre les processus dans leur ensemble. Vous allez voir, on va souvent dire dans leur ensemble, globalement, de manière transverse, et ce sera un leitmotiv de notre présentation, puisque c'est vraiment quelque chose d'important. Là, on vous propose une méthode qui est valable pour tous les processus de numérisation, qui s'applique particulièrement à la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est de construire cette refonte des processus en 5 étapes. La première, c'est de savoir où vous en êtes actuellement, d'où partez-vous. Il est extrêmement important que vous sachiez où vous en êtes en formalisant par des graphiques, par des documents, qui sont essentiellement des schémas de processus, où vous en êtes et comment vous fonctionnez actuellement. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, c'est d'étudier avec un esprit critique, avec un peu de recul, ces processus. Identifier les points forts, bien sûr, qu'il faut préserver, mais surtout identifier les points faibles qu'il faut, autant que faire se peut, atténuer. Enfin, la troisième étape, c'est de définir la trajectoire et la cible que vous vous donnez pour dématérialiser ces processus. La cible, elle peut être à 1 an, 2 ans. Il faut être ambitieux mais réaliste et vous donner surtout le temps et se projeter de manière pérenne à plus ou moins long terme. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de tout faire tout de suite, mais de se dire, dans 2 ans, par exemple, je ferai cette dématérialisation-là, comme ça. Une fois que vous avez défini cette cible et cette trajectoire, c'est de définir les impacts que ça a à la fois sur vos métiers, vos processus opérationnels, vos processus informatiques, sur votre organisation, que cette organisation soit géographique, si vous avez plusieurs pôles d'instruction, par exemple, savoir comment vous vous réorganisez, et sur votre organisation d'équipe. Je pense que c'est très important aussi. Et après, c'est de décliner cela sous forme d'action et d'une feuille de route. Une cible, comme on l'a dit, que vous avez définie en étape 3, et des jalons intermédiaires qui vous permettent progressivement, à votre rythme, en fonction de vos moyens, d'atteindre cette cible. Là aussi, je le répète encore une fois, il s'agit d'un axe de travail qui doit être pensé globalement, du dépôt, voire même en amont dès la préinstruction. Ça répond aussi en partie à l'évolution des relations avec les usagers. Certains d'entre vous le font peut-être déjà, mais il n'est pas inutile, voire même ça peut être très profitable dans le cadre de la dématérialisation de commencer à travailler sur les projets avec vos pétitionnaires avant le dépôt du dossier, et ça de manière dématérialisée aussi. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir. Il faut bien sûr travailler jusqu'à l'archivage en intégrant les consultations externes, internes et tout ce qui fait partie évidemment de l'instruction. Donc là, on a abordé très brièvement la première thématique. Je l'ai répété plusieurs fois, l'accompagnement de vos agents est extrêmement important. Je crois que c'est une des thématiques du sondage qui est aussi importante, oui, 20%. C'est justement ce dont Christian va vous parler immédiatement dans la deuxième thématique. Alors, comment accompagner les agents au-delà des aspects outils? Donc, quand on parle d'accompagnement d'agents, de qui on parle et de quoi? Donc, on parle des agents, globalement des agents, évidemment, du service urbanisme, le chef de service urbanisme également, mais plus largement, l'ensemble des parties prenantes de la collectivité. Alors, d'une part, il y a la relation avec les publics, avec les pétitionnaires. Cette dématérialisation va amener avec l'usager, à la fois dans la posture et dans la relation qui, elle, va devenir dématérialisée, dans l'échange et les questionnements qui peuvent être posés. Et donc, il sera nécessaire d'accompagner vos agents sur l'acculturation à la SVE, mais aussi à ses impacts juridiques. Vous allez être confronté à des nouvelles questions sur les sujets juridiques et réglementaires, par exemple sur la valeur probante des différentes pièces, sur le délai de transmission par voie dématérialisée. Donc, autant de nouvelles questions pour lesquelles il faudra mettre à disposition de vos équipes toutes les ressources, les outils et les dispositifs nécessaires pour que les personnes qui sont chargées d'accueil puissent répondre aux pétitionnaires dans le cadre de ces demandes. Un autre élément concernant les modes de fonctionnement en interne, donc on l'a vu en fait, cette dématérialisation va potentiellement faire évoluer les modalités de travail.
Typiquement, dans la gestion des portefeuilles de demande, là où avant on pouvait avoir un portefeuille dédié avec telle activité, en mode dématérialisé, on peut faire évoluer ces modes de fonctionnement. Il y a tous les aspects qui vont être liés à l'archivage, qui va être un sujet important, mais aussi à l'utilisation du matériel. Et quand on parle de matériel, on ne parle pas que de l'outil informatique au sens système d'information dédié à l'instruction, mais typiquement, lorsque vous allez souhaiter prendre des mesures de manière dématérialisée, vous allez utiliser ce qu'on appelle un coach électronique pour prendre des mesures sur plan. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'il faudra savoir manier. Vous allez aussi peut-être acheter du matériel de type grand écran Speechy pour pouvoir voir les éléments de plan de manière plus précise. C'est pareil, ce sont des nouveaux matériaux également qu'il faudra pouvoir à la fois tester et utiliser. Donc il y a à travers ça finalement un certain nombre de thématiques qui vont devoir évoluer et sur lesquelles vos agents vont devoir être accompagnés sur les modes de fonctionnement. Et enfin, dans la relation avec les différents partenaires, alors il y en a de deux ordres. D'une part, des partenaires internes, puisqu'on voit bien le sujet pour le service urbanisme, mais finalement, en fait, vous allez être confronté à des problématiques parfois RH, parfois techniques avec les systèmes d'information, et on voit bien qu'en interne, vous allez avoir un certain nombre de parties prenantes au sein même de votre organisation, y compris au niveau de la gouvernance et au niveau du portage de ce projet-là, au niveau de la direction générale des services, voire au niveau des élus, qui va être importante, et d'autre part, dans la relation avec les partenaires du territoire. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais lorsque vous allez être dans un processus d'instruction, vous allez être en face d'un certain nombre d'autres acteurs, donc par exemple les services de l'État, la DDT, les UDAP par exemple, qui elles pour le coup sont a priori plutôt bien avancées dans le cadre de la dématérialisation, mais vous allez aussi pouvoir tomber sur d'autres acteurs, donc de services consultables, qui ont fait le choix, par exemple, de dématérialiser 100% de leurs consultations et des avis, ou qui ont fait le choix de ne pas encore passer à la dématérialisation pour l'instant. Et comme il n'y a pas d'obligation, vous allez devoir quelque part faire avec. Donc, à la fois faire avec, dans un temps, on l'espère, plutôt court, mais aussi de pouvoir les convaincre, d'échanger avec eux et de bien se coordonner avec eux sur les modalités de travail que cela nécessite. Donc, pour l'ensemble de ces problématiques-là, finalement, l'accompagnement des agents peut passer par différents volets. Il y a bien évidemment des sujets de formation et d'acculturation, au sujet de la démat à l'outil d'instruction. Il y a bien évidemment de l'accompagnement et de la communication et de la transversalité au niveau de l'ensemble des équipes. Mais un des points qui nous semble essentiel dans le cadre de ce projet-là, c'est l'animation finalement des équipes ADS qui va devoir se faire dans un temps qui va être un temps à moyen, voire long terme. On l'a vécu aussi de notre côté lors de notre accompagnement auprès du ministère. Lorsqu'on a accompagné l'ensemble des DDT, on a facilement passé le seuil des 1000 questions auprès des directions départementales des territoires et de la mer. Et donc, ce qui veut dire que finalement, au fur et à mesure qu'on avance, on se pose de nouvelles questions et donc l'animation de vos équipes va être extrêmement importante pour la réussite du projet. Je vous propose de passer à la suite de nos sujets sur le pilotage du projet numérique. Oui, c'est notre troisième thématique. Donc la troisième thématique, c'est comment piloter votre projet numérique et surtout comment gérer la transition numérique pour votre système d'information. Vous avez affaire à un système d'information qui contient de plus en plus d'applicatifs numériques avec la dématérialisation de l'ADS. C'est ce qu'on a essayé de schématiser ici. Avec en gris les outils dont vous pouvez déjà disposer ou qui vous suffisaient jusqu'à un passé pas trop éloigné pour faire votre travail d'instruction à peu près correctement, avec les outils. Mis ici les 9-10 éditeurs principaux qui en proposent et vous aviez aussi des outils connexes en gris, des référentiels, des outils de décisionnels ou d'infocentre pour piloter la performance ou suivre l'activité, un portail de votre collectivité évidemment. Puis au fur et à mesure que la dématérialisation arrivait, vous avez complété cet écosystème numérique avec d'autres outils que l'on a mis ici en jaune et qui sont propres à votre collectivité. J'en cite quelques-uns. Un outil de SVE, un outil de numérisation peut-être déjà, des outils de consultation, d'archivage électronique, de signature électronique, et j'en passe sûrement, et les meilleurs.
Ça, c'était votre écosystème local. Il y a bien sûr l'écosystème dont j'ai parlé au tout début, qui est mis en place par l'État, qui devient de plus en plus indispensable au vu des chiffres que je vous ai fournis. Il n'est pas exclu qu'un jour, comme pour les impôts, cette plateforme devienne quasiment obligatoire. Donc, je cite Plateau, évidemment, il y a Ado, Aviso, Rio, pour ceux qui connaissent peut-être déjà. Et donc, on voit que cet écosystème est de plus en plus complexe, difficile à gérer et à piloter. Et on a un glissement, alors c'est un petit peu un glissement sémantique, mais on ne parle plus d'informatique maintenant, on parle de numérique, en particulier dans la dématérialisation. Et l'informatique, qui jusqu'à maintenant était un outil qui vous aidait à instruire, maintenant le numérique devient le support même de vos métiers. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque piloter cet écosystème numérique, c'est un véritable métier, et en général, ce n'est pas nécessairement le vôtre. Alors nous, on a quelques conseils à vous prodiguer pour réussir cette transition qui peuvent paraître évidents. Alors vous allez me dire, on ne vous a pas attendu pour le faire, mais il apparaît au vu de notre retour d'expérience que toutes les collectivités, toutes les organisations qui sont confrontées à la dématérialisation n'ont pas forcément passé ce cap-là. Et ce cap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de passer en mode projet. Alors c'est facile à dire et peut-être un peu moins à faire. Et la première de ces étapes, c'est de monter une équipe projet. Au sein de votre organisation, de votre collectivité, vous avez des compétences et des expertises. Il faut absolument s'appuyer dessus, que ce soit des compétences et des expertises métiers, juridiques, techniques. On peut parler des systèmes d'information, on peut parler des réseaux, du matériel, des experts en numérisation, en archivage, etc., etc. Appuyez-vous aussi sur les motivations. Il y a des gens qui sont peut-être pas des experts, qui sont peut-être pas très compétents, mais qui sont motivés. En général, le passage au numérique peut engendrer, comme toute transformation, quelques réticences, quelques freins. Par contre, il y a aussi des gens qui sont extrêmement motivés. Appuyez-vous dessus, ils seront moteurs pour votre projet. Il faut les mobiliser, c'est-à-dire qu'il faut organiser, là c'est un petit peu du management d'équipe, il faut essayer de les mobiliser, de les motiver au long cours pour qu'ils comprennent qu'ils font partie d'un véritable projet avec des objectifs, des enjeux importants. Et si vous n'avez pas les compétences suffisantes ou les expertises suffisantes au sein de votre propre organisation, n'hésitez pas à vous faire aider et à vous faire assister en fonction des manques ou des besoins que vous auriez. On va y revenir par la suite. Alors, une fois que cette équipe est définie et montée, il faut passer en mode projet. Qu'est-ce que c'est le mode projet? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, opérationnellement? Déjà, et ça répond à une des questions qui vous intéresse, c'est mettre en place une gouvernance et un mode de pilotage clair et bien défini. La gouvernance, c'est de définir qui est le chef, qui pilote. C'est important. Qui est votre sponsor? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est de savoir dans vos hiérarchies qui pourra vous soutenir, qui pourra arbitrer les bonnes décisions, qui pourra éventuellement vous fournir des ressources supplémentaires ou arbitrer pour vous donner des crédits supplémentaires, des crédits en euros. Ça peut être les élus, ça peut être le DGS, ça peut être quelqu'un dans votre hiérarchie. C'est important qu'il soit informé et impliqué. Mettre en place un pilotage, ça veut dire définir des instances de pilotage, une hiérarchie, un organigramme. Il y a des instances comme un comité de pilotage, un comité de suivi. C'est important de le faire pour donner de la visibilité et montrer justement à votre éventuel sponsor que vous êtes en ordre de marche et en ordre de bataille pour traiter ce projet. C'est définir aussi un planning. J'insiste sur le planning. Pourquoi? Ça peut paraître une évidence, mais dans le pire des cas, on constate que certaines équipes n'ont pas de planning bien défini ou qu'il est défini à trop courte échéance. Un planning, c'est quelque chose qui s'établit sur minimum 1 an, idéalement 2 ans. Et surtout, c'est votre planning à vous. C'est pas le planning de votre éditeur de système d'instruction. Le planning de votre éditeur, il est respectable, il a son propre ordre du jour, il a sa propre feuille de route. C'est normal que vous en teniez compte, c'est une contrainte pour vous, mais ce n'est pas votre planning. Il est important que ce planning, en plus, prenne en compte tous les chantiers que vous avez à mener. Et ensuite, il y a des outils de gestion de projet habituels, de la gestion des risques. La priorisation, c'est très important, j'en ai parlé tout à l'heure, vous ne pourrez pas tout mener de front, il est important donc que vous priorisez en fonction de votre feuille de route des différents chantiers et actions que vous avez à mener. Et bien sûr, il faut les suivre dans le temps avec des actions suivies, pilotées, des indicateurs à mettre en place. Alors, la troisième partie, c'est de définir les chantiers. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le projet de dématérialisation et les différentes thématiques que l'on a abordées, ce n'est pas uniquement de l'informatique, loin s'en faut, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi la refonte des processus, il y a l'accompagnement de vos agents et on estime
que ces deux chantiers sont largement aussi importants, voire plus importants que la gestion du système d'information. Souvent, quand les collectivités ou les partenaires de l'écosystème veulent passer à la dématérialisation de l'ADS, ils se ruent immédiatement sur les problématiques de système d'information. C'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est ça, refonte des processus et accompagnement. Les systèmes d'information sont très très importants, ils sont nécessaires, mais ce n'est pas la priorité qu'il faut traiter selon nous. Il y a bien sûr d'autres chantiers qu'il faut prendre en compte dans vos plannings, dans votre pilotage, dans la gestion des risques, etc. On vous en met quelques-uns, mais il y en a bien d'autres. Il y a évidemment le support informatique. Il peut être intéressant de ne pas s'appuyer uniquement sur votre support de votre éditeur, mais mettre en place un support interne ou avoir des référents internes qui peuvent répondre à vos équipes locales. Mettez en place, s'il vous plaît, si vous ne faites pas, des tests et des recettes métiers qui vous sont propres, avec vos propres tests, des tests de non-régression. Il n'est pas complètement inutile de mettre en place des expérimentations sur des périmètres limités, sur des périmètres géographiques. Par exemple, si vous êtes un EPCI à fiscalité propre, vous pouvez limiter cette expérimentation à une de vos collectivités, ou vous pouvez limiter ça à un type de demande d'autorisation d'urbanisme, les CU, les DP par exemple. Puis il y a aussi d'autres chantiers que l'on cite pour mémoire, matériel à mettre à disposition. Faites attention au réseau informatique, parce que vous aurez beau mettre tous les SI les plus performants, le matériel le plus performant, si votre réseau interne n'est pas bon, ça ne marchera pas bien. Donc, juste pour mémoire, quand nous avons commencé notre programme auprès du ministère de la Transition écologique sur la dématérialisation de l'urbanisme, nous avons identifié 19 chantiers. Et des chantiers assez importants. Donc bien sûr, vous n'aurez pas 19 chantiers. Les enjeux sont un petit peu moins importants au niveau local qu'au niveau national. Mais il y a quand même un certain nombre de chantiers qu'il faut que vous identifiez, et qu'il faut que vous preniez en compte et que vous pilotiez. Même si vous ne faites pas tout de suite, ayez bien conscience qu'à un moment donné, vous devrez les adresser. Je pense notamment à l'archivage. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et même si vous ne le traitez pas tout de suite, il faut que vous y pensiez quand même maintenant. Je vous ai parlé dans le montage de l'équipe de l'assistance. Je pense que si vous n'êtes pas en mesure d'adresser toutes ces problématiques de manière autonome, n'hésitez pas à vous faire aider, assister par des externes. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans la prochaine diapositive, quelques exemples d'assistance. Oui, alors, quelques exemples, mais aussi un peu de retour d'expérience sur finalement vécu de notre côté avec les modes d'intervention auprès de collectivités qui sont parfois à géométrie, parfois même toujours à géométrie variable, puisqu'on s'adapte à chaque fois spécifiquement aux besoins de la collectivité. Donc finalement, en matière d'accompagnement, quoi qu'il arrive, il est important d'avoir un accompagnement qui puisse être sur mesure et adapté à vos besoins. Ensuite, on peut avoir différentes natures d'accompagnement. Tout d'abord, un diagnostic en fait flash de votre collectivité, pouvoir à la fois diagnostiquer un peu la situation et aussi vous aider à structurer la mise en projet et élaborer votre feuille de route de transformation pour vous donner finalement tous les outils et la visibilité avec les éléments de planning et d'action nécessaires pour que vous puissiez dérouler votre projet. Donc ça, cette partie diagnostic, c'est finalement un peu le socle de base que l'on recommande pour les collectivités qui souhaitent être accompagnées. C'est très instructif, ça peut se faire dans un temps assez court et ça peut être aussi très utile. L'autre volet, c'est qu'on a parfois des collectivités qui nous sollicitent pour un accompagnement, mais qui est partiel, qui est finalement détouré sur un périmètre fonctionnel ou un périmètre technique bien précis, ou sur une thématique bien précise. Par exemple, lorsqu'on nous demande d'accompagner une collectivité sur la réorganisation du service ADS. Finalement, on ne travaille pas sur la mise en place de l'outil, mais uniquement sur les aspects organisationnels, si la collectivité souhaite qu'on travaille là-dessus, et on a les experts dédiés pour intervenir de manière spécifique sur ces sujets-là. Donc là, c'est une illustration parmi d'autres, mais les modes d'intervention peuvent aussi être très bien délimités. Ensuite, on a des accompagnements qui sont plutôt de bout en bout, qui permettent à la fois de sécuriser tout le dispositif de pilotage du projet jusqu'à leur mise en œuvre opérationnelle. Et donc là, on est plutôt dans une logique de partenariat, finalement, où on travaille aux côtés de la collectivité, à la fois sur le pilotage et la sécurisation d'ensemble, mais également sur les différentes thématiques qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire à la fois le diagnostic, les sujets techniques, l'accompagnement, etc. Et enfin, on a parfois des demandes, mais qui sont vraiment, pour le coup, beaucoup plus précises. Et on a la chance de pouvoir bénéficier d'experts dans nos cabinets respectifs
qui sont des experts de l'ADS et donc qui peuvent aussi éclairer vos décisions sur des thématiques bien particulières. Et donc là, concrètement, ça peut se traduire par un accompagnement soit ponctuel ou régulier pour avoir d'une part des éléments de benchmark, pour avoir des avis d'experts sur des sujets thématiques tels que la numérisation, tels que l'archivage ou d'autres sujets. Et donc là, finalement, avoir ce type d'experts à disposition vous permet quelque part de taper la balle et de pouvoir vous conforter ou de pouvoir vous aiguiller dans vos choix dans le cadre de votre projet de dématérialisation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser quelques questions dans le chat qui est à votre droite. On va y répondre juste après. Quelques précisions sur notre intervention. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous précise que CLI Group, PwC et Mazars se sont titulaires ensemble d'un marché du RESA, le RESA étant une plateforme d'achat au même titre que l'UGAP. Nous sommes titulaires du lot d'accompagnement de projets informatiques destinés aux collectivités territoriales. L'avantage de ce marché, c'est que vous pouvez contractualiser pour vous faire aider, assister de manière simple, rapide, et c'est juridiquement complètement sécurisé. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez aller sur l'espace acheteur dont nous avons mis le lien dans la présentation et que l'on remettra dans les différentes publications et échanges que nous pourrons avoir sur la plateforme Webikeo notamment. Et vous pouvez aussi bien sûr nous contacter, soit Christian, soit moi, ou les deux, par téléphone. Nous avons mis nos coordonnées, soit par email. Nous vous les indiquons ici sur cet écran. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Et on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas, je le redis encore une fois, à poser vos questions dans les chats juste à côté, sur l'écran à droite. Alors Franck, je crois qu'on a déjà quelques questions. Donc pendant que vous postez vos questions dans le chat, on va prendre les premières qui ont été mises à disposition. Donc première, bonjour. J'aurais une question. À votre connaissance, certaines communes sont-elles déjà passées en 100% des maths? Tu veux répondre, Franck? Oui, je peux répondre. Alors, à notre connaissance, oui, certaines communes sont passées en 100% des maths. Il y en a très probablement plusieurs. On en connaît une très bien, c'est la ville de Paris, qui a eu l'avantage de prendre le problème de la dématérialisation de l'ADS à bras-le-corps bien avant l'échéance juridique du 1er janvier 2022. Excusez-moi pour le bruit si vous l'avez entendu. Et du coup, eux, ils ont choisi le parti pris de tout dématérialiser dès le dépôt s'il est encore papier et surtout d'inciter leurs pétitionnaires à déposer de manière numérique sur leur portail les demandes d'autorisation d'urbanisme. Ils ont commencé depuis quelques temps quand même. Donc là, actuellement, ils sont à 100% des maths et rematérialisent très très peu. Il y a d'autres communes qui l'ont fait. Je crois que Brest Métropole l'a fait. Il me semble que Brest a aussi été en avance. Il y a aussi Aix-en-Provence, sauf erreur de ma part. Donc voilà, ce sont des choses qui sont mises en place très progressivement, mais il y a effectivement des communes qui ont passé ce cap-là. Et le retour de ces communes, notamment vous pouvez aller sur le site du ministère et voir un retour d'expérience de la ville d'Aix en Provence, qui montre, comme le disait Christian, que si vous déployez pleinement la dématérialisation, eh bien, les instructeurs, les agents des collectivités en tirent tout le bénéfice et sont in fine très contents. Pour l'instant, toutes les communes qui sont entre deux eaux, avec des doubles flux compliqués, à la fois numériques, papier, ou des dossiers qui commencent numériques et finissent papier, ou l'inverse, qui commencent papier et qui sont traités numériques, c'est extrêmement complexe, c'est stressant pour vos équipes. Ça peut conduire à des vraies problématiques et des risques psychosociaux, c'est lourd. En revanche, une fois que le projet a été pris à bras-le-corps, mené comme un véritable projet de transformation à la fois informatique et métier, eh bien, le passage au full des maths est porteur de beaucoup de bénéfices et de beaucoup d'avantages et l'adhésion se fait quasiment naturellement. Donc, nous, on insiste à suivre cet exemple, d'autant plus que, j'en finirai là, je suis peut-être trop long,
que pour l'instant, on parle de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme, mais il y a d'autres démarches administratives qui sont liées à l'urbanisme. Je pense tout de suite là aux déclarations d'intention d'aliéner. Vous avez des contraintes qui vont arriver dès le 1er janvier 2024 sur les demandes concernant les enseignes, les préenseignes et la publicité. On sent que le mouvement est en marche et que le train est parti et que plus tard vous prendrez le train et plus ce sera compliqué de le rattraper. Donc nous, on ne peut que vous inciter vraiment à aller dans ce sens de la dématérialisation le plus tôt possible et de consolider ce chantier-là au sein de votre structure. J'espère que j'ai répondu. Merci Franck. On a une autre question sur comment convaincre ou forcer un service consultable à passer à la démat. Alors, là, on peut l'évoquer rapidement, on l'a peut-être évoqué un petit peu avant, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, c'est vrai, pour les services consultables de rendre des avis de manière dématérialisée. Elles y sont bien évidemment fortement encouragées, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire. Pour quelque part faire poids, pas dire faire pression auprès de vos services consultables sur le territoire, la meilleure manière finalement c'est aussi de s'y prendre à plusieurs avec les acteurs du territoire. Donc si vous arrivez au niveau de votre territoire à échanger et à partager avec vos collectivités pour pouvoir inciter les services consultables, c'est finalement la meilleure manière de faire. Vous pouvez vous réunir avec les collectivités du territoire, les services consultables du territoire. Et à ce titre-là, vous pouvez aussi solliciter les acteurs côté État, donc les UDAP, mais notamment les DDT, qui elles aussi ont cet objectif d'inciter le passage à la dématérialisation. Et les DDT, donc les DDT ou DDTM notamment, pourront vous aider dans ce cadre-là à mettre en place, organiser ce qu'on peut appeler par exemple un club ADS, dans lequel vous allez pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Et j'irai même encore plus loin si, avec votre DDT, vous sentez le besoin d'apporter de l'expertise et d'inciter un peu plus fortement les services consultables. N'hésitez pas à demander à votre DDT s'il est possible d'avoir une intervention, par exemple, du ministère ou de personnes qui sont un peu référentes sur le programme. Ça s'est fait dans plusieurs territoires, dans plusieurs départements. Je crois que dans la moitié des départements, il y a déjà eu au moins même plus de la moitié des clubs ADS qui ont été organisés un peu sous ce format-là. Et donc, c'est plutôt la bonne manière de faire. Et bien évidemment, plus il y aura de dossiers et plus il y aura de collectivités engagées dans la démat, plus les services consultables, bon gré, mal gré, vont être obligés aussi de passer à la dématérialisation. Voilà. Et je tenais juste à souligner qu'il y en a quand même aujourd'hui pas mal qui sont aujourd'hui raccordés à plateau et qui ont déjà pris le pli et sont rentrés dans le mouvement. Ouais, juste pour compléter, Christian, pour aller complètement dans ton sens et renforcer ton message, il faut avoir conscience que l'État, les principaux ministères concernés, donc le ministère de la Transition écologique, bien évidemment, le ministère de l'Intérieur pour le contrôle de la légalité, et aussi qui est un petit peu l'autorité, non pas de tutelle, mais qui chapeaute un petit peu les pompiers, et le ministère de la Culture pour les services des UDAP et d'archéologie préventive, sont vraiment allants pour aller dans le sens de la dématérialisation et que leurs services déconcentrés non seulement mettent en production leur outil, les raccordent à plateau, et qu'ils répondent favorablement à toute consultation sous forme dématérialisée. Donc, je répète autrement ce que vient de dire Christian, n'hésitez pas à signaler quand vous êtes face à des services État qui ne jouent pas ce jeu-là. Et je parle aussi des commissions nationales, CDPENAF, départementales, pardon, CDPENAF, sécurité, etc., etc. N'hésitez surtout pas. Je prends l'autre question, Christian, si ça te convient. Donc, une question, quelles sanctions pour une commune élan n'ayant pas mis en place de téléservice? La réponse juridique est très simple et assez claire, il n'y en a pas. À l'heure actuelle, je précise bien, à l'heure actuelle, j'ai essayé de vous communiquer quelques messages pendant cette présentation. J'ai pris l'image du train, le train est en marche, il ne s'arrêtera pas. Et on fait souvent la comparaison avec les impôts. Au début, les impôts, c'était sur la base du volontariat, puis maintenant, ça devient obligatoire. Il y a très probablement un moment où on passera collectivement à un régime un peu plus, strict
sur la mise en place de ces outils-là, et vous, ou même vous vous sentirez presque obligé parce que le mouvement sera parti. J'ai presque envie de vous dire quelles sanctions pour une commune élan, si je m'éloigne du pan juridique, la sanction, elle sera surtout pour vous, parce que vous allez être, plus vous prendrez ce train de la dématérialisation tard, plus il sera compliqué de le mettre en œuvre, et plus vous aurez de difficultés pour passer ce cap-là. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire le plus tôt possible. Je vous répète, il y a les permis de construire, il y a les DOC, les DACT, il va y avoir les DIA très probablement, et peut-être d'autres formalités qui progressivement seront dématérialisées dans l'écosystème de l'urbanisme et du numérique. Et autre question, est-il prévu dépôt numérique par les usagers? Donc là, c'est un peu, je vais dire, quelque part un peu le parallèle avec les mêmes éléments de réponse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire sur le dépôt numérique. En revanche, bien évidemment, il est intéressant de pouvoir inciter les pétitionnaires à déposer par voie électronique, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels, des architectes, des notaires, des géomètres. Donc ça fait partie de la communication que vous pouvez faire au niveau de votre collectivité auprès des différents usagers pour les inciter à dématérialiser. Après, en revanche, comme le disait Franck, le train étant en marche, il n'est pas exclu que ça puisse évoluer dans les prochaines années, d'où la nécessité effectivement de pouvoir emboîter le pas et commencer à communiquer dans ce sens auprès de l'ensemble des acteurs. Oui. Tout à fait. Là aussi, le train, on va garder cette image-là, le train est parti et il y a plus en plus d'outils numériques. Donc, les architectes, par exemple, travaillent sur des outils numériques, mais il y a aussi, vous en avez peut-être entendu parler, ou peut-être que vous travaillez déjà avec ces outils-là, des outils comme le BIM, qui vont peut-être prendre de plus en plus de place dans tout l'écosystème de la construction et de l'urbanisme. Et un BIM, par définition, c'est numérique. Donc, de toute façon, je le redis encore une fois, et je le redis après Christian, on y va, c'est parti. Les usagers et surtout leurs conseils ont tout intérêt à suivre le mouvement eux aussi. Et je pense que dans la plupart des cas, ils sont motivés pour le faire. L'autre question qui vient, à qui signaler les services de l'État n'étant pas raccordés? Christian vous l'a dit, n'hésitez pas à contacter votre DDT. C'est le ministère de la Transition écologique qui, en quelque sorte, pilote ce programme en partenariat avec d'autres instances, ministère de la Culture, je l'ai dit, ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des associations d'élus, AMF et Intercommunalité de France, qui sont partenaires. Mais c'est vraiment localement les DDT, M, si vous êtes en bord de mer, qui pilotent localement et qui animent localement la dématérialisation de l'ADS. Donc, contactez votre DDT. Donc, les DDT, pour ceux qui ne le savent pas, sont toutes raccordées par défaut, puisqu'elles utilisent un applicatif qui est par naissance, en tout cas, lorsque Plateau a été créé, qui a été raccordé directement à Plateau. Donc, toutes les DDT sont raccordées. Là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est une certitude. Ensuite, sur les autres services de l'État, un certain nombre sont déjà raccordés, mais effectivement, vous pouvez rencontrer, dans quelques cas particuliers, des services de l'État, soit des services consultables, par exemple, des commissions, NUDAP peut-être, normalement elles sont toutes raccordées également, mais vous pouvez rencontrer de manière très ponctuelle des services de l'État qui ne souhaitent pas ou ne sont pas raccordés. Donc là, vous pouvez passer par les DDT, comme l'a dit Franck. Ce qu'il faut savoir en parallèle, c'est qu'au niveau du ministère, une instruction a été faite auprès de l'ensemble des préfectures également pour rappeler cette exigence au niveau de l'État d'avoir tous les services de l'État raccordés et de fonctionner en mode dématérialisé. Donc, c'est quelque chose qui est vrai au niveau du territoire, mais qui est vrai aussi au niveau national. Et les équipes nationales ont bien dans le viseur, et ça fait partie des objectifs stratégiques du programme, d'avoir les services de l'État qui puissent être exemplaires sur ce programme en matière de dématérialisation. Donc, effectivement, là-dessus, n'hésitez pas. Les DDT vont vous aider et le ministère va vous aider à fonctionner en mode démat si des services de l'État ne sont pas raccordés.
Je prends la suite. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Je constate que la réussite des maths exige d'accorder une importance particulière à la conduite de changement, tant au niveau des usagers que du personnel de l'organisation. Exactement. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Souvent, le chantier de la dématérialisation est d'abord perçu comme un chantier informatique et numérique. Alors, c'est une composante indispensable, certes, mais c'est avant tout un sujet d'accompagnement de vos usagers, un accompagnement essentiellement de vos agents, un accompagnement aussi, une animation locale de votre territoire. N'hésitez pas à organiser des réunions locales avec vos services, avec les services déconcentrés de l'État, avec les gestionnaires de réseau, par exemple, et à animer cela avec d'autres communes, peut-être, pourquoi pas, pour que ça vive localement et que ça se mette en marche. Vous pouvez aussi faire des choses au niveau interdépartemental, ça peut être utile. Vous pouvez, c'est des idées un peu en vrac, pour ce qui est de la conduite du changement et du pilotage, vous pouvez aussi faire des clubs utilisateurs de certains systèmes d'information, ça existe pour certains éditeurs, donc n'hésitez pas à animer ça, et c'est vraiment un chantier d'accompagnement du changement, de conduite du changement, et c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un chantier de refonte de vos processus. Il ne s'agit pas de transposer vos processus actuels papier en processus numérique, il s'agit de revoir vos processus de manière profonde. Écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas, mais sinon on va s'en arrêter là. Avec Franck, on vous remercie bien évidemment pour votre participation à ce webinaire, et on vous le rappelle, donc ce webinaire sera également disponible en replay, à la fois sur nos sites respectifs, Mazars et Cligroup, mais également sur la plateforme Webikeu, dans laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble de cette intervention avec les différentes questions-réponses. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition. On a laissé nos coordonnées professionnelles ainsi que le RESA pour pouvoir, si vous le souhaitez, nous poser vos questions, nous solliciter si besoin. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à tous. Bonne journée.